Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Gaëtan Bonneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé à Paris 1, médiéviste, et vous venez de publier aux éditions PUF La jacquerie, devenir des effrois de 1358 à nos jours. Et ce mot jacquerie, je pense qu'on va passer une bonne partie de l'émission à le cerner et à essayer de comprendre ses sens médiévaux et ses sens contemporains, puisque c'est un mot qui est revenu dans l'actualité. Au moment des Gilets jaunes, par exemple, on a parlé de jacquerie. Qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient et à quoi ça fait référence? C'est quelque chose donc qui était au cœur de votre travail de thèse. Le livre est préfacé par Patrick Boucheron, qui était votre directeur de thèse, qui souligne que c'est un livre original. Effectivement, c'est une construction originale, c'est un livre de médiéviste, mais qui parle en même temps de la période contemporaine. Donc, est-ce que vous pourriez dire un mot, peut-être juste de votre projet intellectuel en faisant ce livre? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à partir de 1358? Oui, le projet de ce livre, dans le fond, c'était de partir d'un événement qui avait été patrimonialisé, qui avait été construit un petit peu comme une sorte de monument sur un temps long, depuis ses lendemains au Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, où finalement la jacquerie rentre dans le roman national, si on veut. Et là, l'objectif, c'était de déconstruire en fait ce monument, cet événement dont on pensait, même jusqu'aux documents, aux archives qui étaient consultés, qui n'avaient plus grand-chose de nouveau à en dire. Or, c'est une révolte qui, quand on le regarde, justement, est l'objet de nombreuses recaptations, qui finalement est l'objet aussi de nombreuses réminiscences, et ce, à différentes échelles. L'échelle nationale, parler du roman national, de mouvements sociaux de grande échelle comme les bonnets rouges, les gilets jaunes, mais aussi à l'échelle très locale, picarde. Et donc ça permettait de voir différentes recaptations d'un référent médiéval dans nos sociétés contemporaines. Et du coup, pour retrouver ces captations, il y a une méthode fondamentale qui traverse le livre aussi bien pour la période médiévale que pour la période contemporaine, c'est l'attention aux mots. C'est le fait finalement d'aller chercher les mots, soit le mot jacquerie et ses avatars, soit derrière la jacquerie ou ce qu'on nomme jacquerie, d'autres manières de dire l'événement. Donc comment vous avez travaillé cette matière première des mots de l'événement? Alors, c'est venu en tant que médiéviste, ma consultation des archives. Et c'est un sujet qui a été l'objet donc de ma thèse de doctorat, mais sur laquelle j'ai travaillé dès mon master en fait. Et c'est en fait mon premier terrain de rencontre avec les archives du Moyen-Âge. Et j'ai été à l'époque stupéfait par quelque chose qui est toujours d'ailleurs assez marquant, c'est le caractère massif de la jacquerie dans son empreinte documentaire. C'est la révolte française de la fin du Moyen-Âge, des 14e, 15e siècles, qui laisse, si vous voulez, l'empreinte dans les archives royales la plus importante. C'est plus de 200 lettres de pardon. Et quand, étudiant, et puis après en y revenant plus tard, je me suis adossé à ce corpus si massif, si large, j'ai été marqué en fait par les redondances. On a l'impression de lire toujours le même avec quelques variations. Ce sont surtout des lettres de pardon qui sont très stéréotypées, très standardisées, à quelques inflexions près. Et donc, je me suis dit que là, il y avait quelque chose à fouiller dans ces petites variations, cette attention autour du mot. La chronologie est aussi resserrée. Et on sent que le pouvoir royal, à cet égard, par la mise en mots, remet une mise en ordre après une situation politique qui lui avait échappé quelques mois. Alors il faut justement partir de l'événement, parce que d'abord tout le monde ne sait pas ce que c'est, et puis ensuite parce que le contexte est très important pour comprendre ce qui se joue en 1358, mais un peu avant et surtout après, dans la mise en ordre et la mise en mots de l'événement. On est à un moment très spécifique de l'histoire médiévale. On est donc au milieu du XIVe siècle. On est une décennie après la grande épidémie de peste. Et on est à l'échelle européenne dans un moment rébellionnaire qui est tout à fait intense, qui est pas refermé d'ailleurs en 1358, parce que jusqu'aux années 1380 en Angleterre, en passant par les Ciompi à Florence, il y a toute une série d'épisodes de rébellion très marquante, qui a d'ailleurs fait dire à toute une génération d'historiens, notamment marxistes, que c'était l'apparition d'une proto-lutte des classes médiévales. Enfin, il y a eu plein d'interprétations. Est-ce qu'on peut d'abord situer cette jacquerie française, avant de la cerner plus précisément, dans son contexte médiéval et européen? Alors, il y a un contexte effectivement européen qui fait que ce milieu du XIVe siècle, et même en fait un long XIVe siècle, est considéré par les médiévistes et les historiens plus généralement qui s'intéressent au mouvement contestataire, rébellionnaire ou autre, comme un temps fort, une forte scansion en fait de la contestation, notamment de la contestation populaire, mais aussi de la part d'un certain nombre d'élites, notamment des élites urbaines. Pour ce qui en est du contexte français, il faut bien avoir en tête qu'on est donc en 1358, et le paysage, alors ça a été souvent décrit, c'est un poncif comme les cavaliers de l'Apocalypse, le paysage est vraiment
un paysage de crise, un paysage dévasté. Il y a la guerre de 100 ans, il ne faut pas l'oublier. Il y a ce conflit dynastique qui fait que les Capétiens indirects, les Valois, qui sont arrivés au trône il y a une trentaine d'années, en fait, sont toujours très contestés, peinent à s'affirmer. Il ne faut pas oublier qu'en 1356, en septembre, le roi Jean II est fait prisonnier après la défaite de Poitiers. Il est emmené à Londres. Donc ça pose des troubles économiques parce qu'il y a une tension sur le financement de la guerre, sur cette rançon à payer. Il y a des tensions évidemment politiques avec des États généraux qui se réunissent en permanence. On est donc dans un contexte, on va dire, économique, dynastique, compliqué, de crise. La peste noire, ça fait 10 ans qu'elle est passée par là. Il y a eu cette saignée qui, outre les conséquences démographiques, a eu des conséquences socio-économiques fortes. Il y a moins de travailleurs. Les rapports de force dans le monde du travail sont bousculés. La noblesse est totalement en crise, justement par rapport à cet impact de la peste, par rapport à la guerre de 100 ans. La noblesse française perd des batailles dans la première phase de la guerre de 100 ans. Bataille de Crécy avant Poitiers, par exemple. Cette crise-là, elle est énorme et ça va causer dans les sociétés françaises, rurales comme urbaines, mais aussi à l'échelle de l'Europe, une forte défiance vis-à-vis justement de la noblesse, de la seigneurie. Il y a cette idée d'une tripartition qui reste encore, on est dans des moments de jeunesse de l'État moderne, mais qui reste encore prégnante, qui a plusieurs siècles. Cette tripartition, c'est ceux qui prient, ceux qui travaillent et ceux qui font la guerre. Et ceux qui font la guerre, c'est plutôt les nobles, même si les choses commencent à évoluer dès le XIVe siècle. Et ceux qui font la guerre en France, ils reçoivent des privilèges, ils ont des terres, ils ont des titres de noblesse, ils ont accès à des pouvoirs politiques par leur intégration à la monarchie française, mais ils remplissent pas leur fonction en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils vont pas être capables de protéger les populations. Et ça se voit par un certain nombre d'œuvres littéraires. Je pense par exemple à La complainte de la défaite de Poitiers, qui est écrite par un anonyme qui va critiquer la noblesse. Vous avez d'autres chroniqueurs qui, par exemple Jean de Venette, va écrire que les nobles, ils se mettent des plumes, ils sont heureux d'avoir des joyaux sur leur tenue, ils sont très efféminés, ils commettent des déprédations vis-à-vis des populations, ils vivent sur le pays, etc. Mais en fait, ils n'assurent pas du tout leur fonction sociale qui est celle de protéger, si vous voulez, les sociétés. Et ça, c'est finalement le contexte général qui peut servir de terreau au déclenchement de la jacquerie. Un terreau qui est complexifié par le fait que la jacquerie, il ne faut pas la confondre avec les événements parisiens, et en particulier avec le rôle joué par Étienne Marcel. Souvent, on accole ces deux figures, parce que c'est deux figures qui sont actives durant l'année 1358, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ça participe d'une fragilisation plus globale des structures d'autorité, disons-le comme ça, mais en revanche, c'est quand même distinct. Est-ce qu'on peut préciser de quoi il est question ? Oui. Au XIXe siècle, je vais partir de là, puisque c'est aussi le parti pris de ce que j'écris. Au XIXe siècle, il y a cette construction d'un mythe autour d'Étienne Marcel, sur lequel je vais revenir. Mais Étienne Marcel est perçu comme un précurseur de la Révolution française, cette bourgeoisie éclairée qui veut réformer la monarchie. Et finalement, au XIXe siècle encore, il y a cette représentation autour de la jacquerie qui en fait un mouvement paysan, plus que rural, un mouvement paysan, avec finalement cette représentation du paysan comme quelqu'un qui est incapable d'un point de vue politique. Et donc il y a l'invention qui est finalement médiévale, mais qui est vraiment forgée, sédimentée au XIXe siècle, selon laquelle Étienne Marcel aurait déclenché la jacquerie, l'aurait provoqué pour déstabiliser le pouvoir royal. Voilà, alors, disons qu'Étienne Marcel, à l'époque, donc c'est le prévôt des marchands de Paris, donc ça veut dire qu'il représente les élites marchandes parisiennes à cette époque en lutte, en but avec le pouvoir royal, et qui a réussi à, autour de lui, nouer des alliances et trouver des soutiens sociaux plus larges qui font dire qu'il a un pouvoir qui peut presque défier le pouvoir royal. Et du coup, c'est facile d'imaginer qu'il aurait soulevé les paysans. En tout cas, c'est facile de projeter ça sur lui, qu'il aurait pu soulever les paysans pour s'adjoindre une force populaire afin de mener à bien ses propres ambitions. Oui, alors Étienne Marcel, c'est quelqu'un de très puissant, il ne faut pas l'oublier. C'est le prévôt des marchands de la ville de Paris. C'est, si vous voulez, le principal échevin de cette cité, de cette ville qui est très puissante. En plus d'être la Caput-Regni, la capitale du royaume, c'est une ville commerciale riche, importante. C'est un géant démographique au XIVe siècle. Et Étienne Marcel, il émerge vraiment dans ce contexte qu'on a dépeint il y a quelques minutes. Étienne Marcel, il est donc à la tête d'une capitale, d'une grande ville, d'une bonne ville du royaume de France. Une bonne ville, c'est une ville qui paye l'impôt, et dans le contexte de la guerre ça coûte cher, il faut un consentement à l'impôt, et les villes en fait vont demander d'avoir de plus en plus de pouvoir
d'être davantage intégrés à la monarchie. Ça se passe lors d'assemblées des représentants, des assemblées d'États, en fait, qui se produisent. Et Étienne Marcel, progressivement, d'une critique de la royauté, en voulant être de plus en plus intégrer de plus en plus la bourgeoisie, va basculer dans la révolte. C'est quelqu'un de puissant. Cette révolte va même faire en sorte d'arriver à un moment de crise, de non-retour en quelque sorte. C'est le meurtre des maréchaux, cette fameuse journée du 22 février 1358, où les Parisiens, menés par Étienne Marcel, rentrent dans le palais de Paris, sur l'île de la Cité, et massacrent dans la chambre du régent, le fils de Jean II, sous ses yeux, les deux principaux chefs de l'armée, les deux maréchaux, maréchal de Champagne, le maréchal de Picardie, et en fait, à partir de là, on va être dans une révolte totale d'Étienne Marcel qui va être en rupture, si vous voulez, avec, on va dire, une contestation, un espace public à l'époque qui pouvait exprimer une critique tout à fait légitime. Et là, à partir de ce moment-là, Étienne Marcel se retrouve isolé. On le voit dans les sources, il écrit à des communes flamandes pour avoir leur soutien. Il cherche le soutien aussi d'autres bonnes villes du royaume de France. Certaines le suivent, je pense à Senlis, à Beauvais qui le soutiennent. Et on peut se demander du coup quel est son rôle vis-à-vis de la jacquerie. On a des traces de contacts qui sont établis, sauf qu'en fait la chronologie fonctionne mal. On le voit, et c'est plutôt Étienne Marcel qui, après le déclenchement de la jacquerie, va chercher à tisser des liens, et des Jacques également tisser des liens avec Paris, pour, si vous voulez, s'entendre. Parce qu'en gros, Étienne Marcel et les Jacques ont un ennemi, si vous voulez, en commun, c'est une partie de la noblesse, celle qui est fidèle aux Valois. Alors, on a tourné autour pour l'instant des Jacques, de la jacquerie, en disant que ce n'est pas Étienne Marcel, ni qui l'a créé, ni qui l'a suscité, même s'il a pu penser à un moment donné pouvoir s'appuyer dessus, en disant que c'était un phénomène distinct. De quelle nature ? D'une certaine manière, tout le livre vise à répondre à cette question, mais en première approche, peut-être en reprenant un des textes que vous utilisez, il est question de la commotion des non-nobles contre les nobles. Est-ce que c'est ou pas une bonne manière de résumer ce qui se passe en mai-juin 1358 dans les campagnes au nord de Paris ? Et c'est là que les mots ont en fait tout leur sens. En fait, la jacquerie, c'est un mot qui apparaît de manière éponyme vis-à-vis de cette contestation, mais ça apparaît 2 ans, en fait, après 1358. Ça apparaît dans une lettre royale de pardon à des révoltés, où on parle de fameuse jacquerie. Ça vient du sobriquet, Jacques Bonhomme, qui est un sobriquet méprisant, dédaignant d'un point de vue sociologique. Au tout début, on ne parle pas de commotion encore, on parle d'effroi. Ça a fait peur aux gens, en fait. Il y a eu un soulèvement immense qui a concerné des campagnes d'un large bassin parisien, même au-delà, on pourra en parler, d'ampleur, des milliers et des milliers de personnes qui ont mené des violences d'une grande diversité, avec cette impression-là, si vous voulez, que la révolte s'est levée d'un coup, sans prémisse, sans signe avant-coureur. Et ça, du coup, dans le lexique, passer l'effroi, passer la peur, c'est devenu une commotion. C'est-à-dire une émotion collective populaire à large échelle et à grande échelle. Et finalement, c'est presque là le terme qui, en tout cas pour les médiévaux, était le plus approprié, parce que c'est celui qui est resté, qui s'est sédimenté sur le longtemps. Des non-nobles contre les nobles, ça c'est l'autre aspect. C'est un mouvement qui n'est pas antiseigneurial, puisqu'on le voit bien dans les documents. Il y a très peu de seigneurs ecclésiastiques qui ont été touchés, c'est surtout des seigneurs laïcs, et c'est surtout en fait la noblesse par rapport justement à son incapacité à défendre le royaume. Et des non-nobles, justement, on détruit ici une représentation autour de cette révolte-là, c'est les non-nobles, c'est pas les paysans. Quand on regarde l'assise sociologique, elle concerne vraiment tout l'éventail de la sociologie des espaces ruraux du nord de la France. Alors peut-être pour bien comprendre cet effroi et cette commotion telle que les sources commencent à la décrire, il faut revenir sur pourquoi, de manière structurelle dans la période médiévale, le renversement, le défi à l'autorité est quelque chose d'intolérable et d'impensable. Il y a des pages intéressantes, notamment il y a eu récemment une histoire mondiale des révolutions, avec des pages, je crois, de Jérôme Machet qui évoque cela. Plus largement, il y a eu toute une série de travaux qui ont porté sur le vocabulaire de la révolte et l'idée même de révolte et de révolution à la période médiévale, qui ont montré qu'on est dans une période qui valorise l'autorité des Écritures, l'autorité de ceux qui règnent, la stabilité, l'immobilité sociale, le fait que le monde est ordonné par Dieu et que chacun doit rester à sa place. Donc peut-être qu'il faut redire à quel point ça ne va pas de soi qu'il puisse y avoir une commotion sociale ou qu'il puisse y avoir un désordre social comme celui-là. Et du coup, ça va tellement à l'inverse des structures mentales et sociales qu'on peine à trouver les mots d'une certaine manière pour l'écrire.
Totalement. Et ça se voit en fait par une profusion de mots. Il y a énormément dans le lexique du XIVe, XVe siècle et même avant, au XIIe, XIIIe siècle, il y a énormément de formes lexicales qui décrivent diverses formes de contestation rébellionnaire que nous on appellerait aujourd'hui assez naturellement révolte, insurrection ou autre. Parce que c'est pas normal, c'est difficile de dépeindre ces phénomènes-là. Il y a de la contestation, j'en ai parlé avec les assemblées d'État, qui est tout à fait une critique qui est tout à fait légitime, autorisée, parce qu'elle se passe dans un ordre qui est celui construit, légitimé par une autorité. Dès lors, en fait, que vous avez des contestations qui sortent de ces ordres, de ces autorités-là, ça devient du chaos. C'est de la commotion, c'est de l'émotion, c'est du désordre. Et le désordre, dans cette société-là, qui est une société hyper normée, il est là, le désordre, et il est là, en fait, pour échouer. Et quand on lit les chroniqueurs, on le voit bien, ce désordre-là des rébellions, la Jacquerie, la révolte d'Étienne Marcel, plus tard celle des Maillotins, etc., elles constituent quasiment des événements rituels qui sont là pour rappeler ô combien ces contestations-là, qui sont du désordre, ne peuvent avoir comme issue qu'un retour à l'ordre et qu'un échec. La révolte est nécessairement au Moyen-Âge dans les représentations, en tout cas des dominants du pouvoir, comme vouée à l'échec et à un retour à l'ordre, et vient rappeler en fait cette nécessité de l'ordre politique. Vous avez évoqué les chroniqueurs et un des intérêts du livre, c'est de travailler l'écart entre la façon dont les événements sont racontés par les chroniqueurs, et en particulier les plus importants, ceux qui sont les plus recopiés, ceux qui ensuite seront édités au XVIIIe, XIXe, qui formeront la base de l'érudition des médiévistes. Je pense à Froissart en particulier. Et puis, les types de sources plus grises qu'il faut lire de manière sérielle, sur lesquelles vous avez également travaillé, c'est pas la même Jacquerie, c'est pas le même événement dont il est question. Si on lit les chroniqueurs, voilà, il y a du cannibalisme, il y a des violences impensables, et quelque chose qu'on va pas trouver forcément dans les autres types de documents. Oui, jusqu'à aujourd'hui, mais en fait, surtout au XIXe siècle, la Jacquerie, cet événement-là, plus que la factualité rébellionnaire, elle est construite, elle est perçue à l'aune du récit des chroniqueurs. C'est eux, si vous voulez, qui ont figé, en quelque sorte, cette perception de la révolte. Alors, il y a différents chroniqueurs. Il y a une belle étude de Marie-Thérèse de Médéros, qui a maintenant pas mal de décennies, cette étude-là, mais qui éclaire très bien en fait les différentes perceptions. Il y a une perception cléricale, notamment portée par un certain Jean de Venette, qui est assez proche, si vous voulez, du peuple, qui est critique évidemment contre la révolte, parce qu'on l'a dit, désordre, etc., etc., mais qui critique aussi beaucoup la noblesse, et donc qui essaie de comprendre en quelque sorte les leviers qui ont pu motiver cette violence débridée. Et puis il y a aussi cette version en fait des chroniqueurs qui sont pour la noblesse, qu'elle appelle une vision chevaleresque, qui est héritée en fait de Jean le Bel, largement repris par Froissart, mais c'est Froissart en fait qu'on retient, et c'est lui en fait qui, parce que très repris dans les bibliothèques de la fin du Moyen-Âge, de l'époque moderne, son récit sert même à constituer des dictionnaires à l'époque moderne. Jacquerie, c'est intéressant, c'est à la fois un mot et un événement historique, donc il y a une mise en définition à l'époque moderne dans les dictionnaires qui s'effectuent, et qui est-ce qu'on va convoqué, c'est par exemple Froissart. Et Froissart, il fantasme totalement, en quelque sorte, la Jacquerie. Il veut en faire une antithèse de justement cet ordre, un mouvement naturel des choses. Il va dire par exemple que les Jacques sont pires que des chiens enragés, qu'ils se comportent comme tels, qu'ils sont pires que des sarrasins. Et justement, il y a l'invention aussi de cette scène qui reste dans le roman national, où vous avez des révoltés qui rentrent dans un château, qui tuent le seigneur, qui violent la dame devant ses enfants, qui mettent en broche le corps du chevalier, le rôtissent et forcent à l'anthropophagie son épouse. Ses enfants sont obligés de manger le père, etc. C'est vraiment l'envers de la société chrétienne, de la société chevaleresque. Quand on regarde, par contre, les sources, on va dire, judiciaires, les procès qui ont lieu, les lettres de pardon, ou les personnes qui se font pardonner, soit parce qu'elles ont participé à la révolte, soit parce qu'elles l'ont réprimée, sont obligées, en fait, de revenir sur ce qu'elles ont fait, les actes qui ont été produits. Pas d'anthropophagie, les viols. On peut parler d'une invisibilisation impossible de ces phénomènes-là, mais en tout cas, ils ne transparaissent pas. Il y a des meurtres, il y en a quelques-uns, mais finalement, il y en a assez peu. Et ce qu'on voit, c'est surtout des dommages matériels. En fait, on vient s'en prendre aux hôtels seigneuriaux, aux châteaux, avec une logique de pillage. On est dans un contexte de guerre, faut pas l'oublier encore une fois. Il y a des bandes armées qui vivent sur le pays, qui pillent les villages. Là, vous avez en quelque sorte des communautés rurales qui font de même, mais aussi des vrais gestes anti-seigneuriaux où et là, on a encore des jeux de miroirs, de parallèles qui sont repris, construits, notamment au XIXe siècle. On va rentrer dans l'hôtel seigneurial, on va prendre les papiers seigneuriaux
et on va les brûler. Comme pendant la Grande Peur de juillet-août 1789. Oui, il y a effectivement ces jeux de miroir qui sont excessivement importants, et ces phénomènes de mise en mémoire. Étienne Marcel, on en parlait tout à l'heure, pareil, c'est excessivement fécond. On a ce bourgeois qui veut réformer la monarchie, qui va convoquer, une fois que l'Assemblée du tiers-État est, si vous voulez, levée par le pouvoir royal, il va convoquer au Cordelier également quelques députés du tiers-État pour se réunir, faire diffuser le message critique porté par l'Assemblée d'État partout dans le pays, d'où viennent les représentants. Donc il y a ces jeux de miroir finalement qui sont très très importants et qui ont été excessivement exploités au 19e et au début du 20e siècle. Voilà, ça c'est toute la troisième partie du livre qui traite vraiment de ces rejeux mémoriels et de ces mises en scène et de ces réappropriations. Si on reste sur l'événement lui-même, on peut peut-être approfondir un petit peu sur sa temporalité, parce que c'est très court et très long à la fois. C'est très court parce que, sauf erreur, ça va du 28 mai au 9 juin 1358, donc il y a une grosse dizaine de jours de prise d'armes, de violence et de défi à l'autorité, on peut le dire comme ça. Ça se termine quand même par des formes répressives brutales, c'est-à-dire que la noblesse qui a été visée, ou une partie de la noblesse qui a été visée, arrive quand même à s'organiser et a une puissance militaire à cheval et avec des armes trop forte pour les révolter. Donc comment ça se termine ? Ça se termine à la fois violemment et longuement. Je pense que c'est ceci qui pourrait résumer, cette formule qui pourrait résumer la jacquerie. La jacquerie, elle est l'objet de plusieurs confinements. On en a déjà un petit peu parlé, un confinement archivistique avec le poids de ces chroniqueurs-là qui longtemps a été prégnant. Un confinement spatial, c'est souvent réduit, une révolte qui a été souvent réduite aux Beauvaisis. Et puis, il y a cette contraction temporelle très forte. Je propose, moi, l'hypothèse, c'est une contraction temporelle en fait qui étonne beaucoup, eu égard à l'emprise spatiale qui est très conséquente de la jacquerie. On a 2 semaines de révolte à peu près pour un espace géographique qui est excessivement ample. Moi, je propose l'hypothèse selon laquelle c'est vraiment lié aux chroniqueurs. Vous avez la révolte d'Étienne Marcel, il y a le meurtre des maréchaux, il y a la fuite du régent dans Paris, il va y avoir la re-rentrée du régent dans Paris, il y a une chronologie très resserrée, et on a une espèce de trou qui s'effectue courant mai et qui laisse la place en fait dans le récit à l'allusion, la narration de cette révolte-là. Quand on regarde les lettres de pardon, j'en parlais, les procès, des actes antinobiliaires, des violences antinobiliaires, on en a bien avant. Le mois de mai et la fin mai 1358, on en a de plus en plus. Donc en fait, il y a un état latent antinobiliaire qui est très fort et qui en fait dépasse, je pense, cette chronologie. Mais alors, juste sur ça, parce que c'est quand même important du point de vue épistémologique, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un événement qui commence le 28 mai, ou est-ce que finalement, cette idée que l'événement commence le 28 mai, c'est pure construction rhétorique des sources narratives? Ça ne peut pas être les deux à la fois. Donc du coup, est-ce que vous tranchez entre ces deux éléments ? Alors, je refuserais un peu de trancher. Je dirais qu'il y a des violences antinobiliaires qui sont importantes avant le 28 mai 1358, qu'on sent dans les lettres de pardon qui sont conservées dans les registres de la chancellerie royale, vraiment qui vont crescendo. Quand on étudie sur un temps long, on sent ces mouvements antiseigneuriaux, antinobiliaires monter, parce qu'ils sont l'objet de pardons, de procès aussi. Par contre, il se passe quelque chose, effectivement, le 28 mai 1358, c'est le meurtre à Saint-Leu-des-Serans sur les bords de l'Oise, de plusieurs chevaliers, plusieurs écuyers, par les habitants de différentes communauté locale. Et à partir de là, donc, tous les chroniqueurs s'accordent sur cet événement-là, et je pense qu'on peut là pour le coup donner crédit à cette chronologie-là. À partir de là, il y a une explosion de violence. C'est-à-dire que de village en village, on voit le long des axes fluviaux d'ailleurs, ça suit vraiment ces axes de communication, des communautés mener, si vous voulez, des déprédations contre les nobles, contre leurs bâtisses notamment, de grande ampleur. Par contre, la chronologie, à la fin, elle est très lâche. Elle a été construite à la fois par les rhétoriques des lettres de pardon, à la fois par le récit des chroniqueurs. C'est qu'en gros, passé la défaite de Mélo, une bataille qui a lieu pareil dans l'Oise entre le meneur supposé des Jacques qui s'appelle Guillaume Calle et Charles II de Navarre et la noblesse, défaite donc des Jacques le 9-10 juin 1358 qui est parfaitement synchrone, qui a lieu en même temps que la déroute d'autres Jacques lors de l'attaque du marché de Meaux, donc la citadelle de Meaux où se trouvaient réfugiés des nobles, l'épouse du régent notamment. Vous avez ces deux défaites-là et à partir de là, dans les textes médiévaux, tout le monde s'accorde à dire la jacquerie est finie et va lancer ce long temps, vraiment très long, d'une répression massive. Au XIXe siècle, on a donné un nom
c'est la contre-jacquerie. Forgé, on parlait de miroir tout à l'heure, forgé sur le modèle de la contre-révolution. Contre-jacquerie, contrairement à jacquerie qui apparaît au XIVe siècle, contre-jacquerie n'existe pas. C'est une invention du XIXe siècle. Cette contre-jacquerie, elle est massive. Même les chroniqueurs, on en parlait, les plus hostiles à la révolte, Froissart, disent que c'est trop violent, c'est trop. Il y a trop de morts, c'est trop aveugle, c'est une répression qui est massive, qui fait peur aux gens. On a des témoignages, les communautés rurales s'enfuient dans les bois, s'enfuient, se cachent dans des carrières parce qu'elles ont peur de cette répression nobiliaire. Cette répression, elle s'arrête, là on a la date, officiellement le 10 août, quand le régent entré à nouveau dans Paris, octroie une lettre de pardon générale qui est en fait une injonction à la paix. Il dit on arrête le cycle de la vengeance et de la contre-vengeance. Je rends illégales toutes ces violences-là et elles sont désormais interdites. À partir de ce moment-là, sur plusieurs décennies, vous avez des gestes de vengeance individuelle, familiale, liée à des réseaux de solidarité qui s'effectuent entre non-nobles et nobles. Geste de vengeance dans quel sens ? C'est-à-dire des gens qui ont subi la violence des Jacques qui se vengeraient sur les auteurs de ces violences, ou au contraire, des Jacques qui auraient été réprimés post-9 juin, qui du coup reprendraient les armes pour se venger ? Les deux existent ? On a les deux. On a par exemple un cas où vous avez à Vey, dans l'Oise, à la limite de l'Aisne, dans la vallée de l'Automne, vous avez un certain Jean de Vey qui voit son château détruit. Jean de Vey, il a 2 enfants. Il a Hector et il a un autre fils dont le nom m'échappe. Là, actuellement, c'est pas très important. Et en fait, le fils principal va faire qui hérite, j'entends par principal l'aîné, qui hérite du château de son père, va faire un procès à la communauté de Vey pour dire vous avez détruit le château de mon père, je veux des réparations, etc., etc. Le procès est très bien renseigné, il est porté devant le Parlement de Paris. Et en parallèle, il y a l'autre fils, le puîné, Hector, qui va tuer dans les années 1370 un ancien Jacques qui croise par hasard dans une taverne. Il sort son couteau et il l'étripe, il le tue. Il est bien noté qu'on est dans les années 1370 et qu'à l'époque, Hector, il a 20 ans. C'est-à-dire que c'était vraiment un enfant durant la jacquerie. Et de l'autre côté, on a, pareil, dans les mêmes années, dans les années 1370, d'anciens Jacques qui se vengent lors d'une partie de Soule, donc une activité sportive médiévale, qui vont molester, tabasser, entre guillemets, un noble au motif qu'il avait réprimé la jacquerie. Alors du coup, ça veut dire qu'on est dans un monde qui n'est pas celui de la révolte aveugle où une masse anonyme s'en prendrait à un groupe dominant tout aussi anonyme. On est dans un monde de l'interconnaissance. Les gens qui sont visés soit par la jacquerie, soit par la répression, appelons-la comme ça la jacquerie, mais voilà, soit qui sont visés au cours de la révolte, soit par la répression de la révolte, c'est des gens qui se connaissent parce qu'ils sont pris notamment dans des liens de familiarité locale ou dans des liens seigneuriaux. C'est une société rurale et quand on regarde les lettres de pardon, les procès, où on voit qui a fait quoi et où, on se rend compte en fait que oui, on a une révolte d'une grande ampleur. L'emprise spatiale, il faut le dire, ça va de l'est de la Champagne jusqu'à la Normandie. Et au nord, on est dans le nord de l'Amiénois et on a des dernières traces de la jacquerie dans le Berry. Sur les marches, sur les bords de la Creuse. Donc c'est énorme. Mais quand on regarde là où les révoltés où les nobles commettent des actes violents, on va le dire comme ça, c'est sur des échelles excessivement grandes d'un point de vue géographique, donc tout petites. On est dans le local, les gens se connaissent parfaitement. En gros, les chevauchés de Jacques qui ont parcouru les plus grandes distances, on est à 20-30 km en fait. Donc c'est rien du tout pour ces sociétés rurales totalement interconnectées d'une communauté, d'une localité à une autre. Du coup, le pouvoir royal, à partir de 1358, lorsqu'il commence à recevoir des demandes de pardon, est-ce que la politique, c'est de pardonner à tout le monde de manière égale, de pardonner davantage aux nobles accusés d'avoir commis des violences, davantage aux Jacques ? On dit, est-ce qu'il y a un traitement un peu différencié en fonction du statut social des gens qui disent qu'ils ont quelque chose à se faire pardonner ? Alors, ces lettres de pardon, c'est encore une fois un corpus massif et qui marque par son caractère massif. Et quand on regarde sa temporalité, sa diachronie, il est vraiment traversé par de fortes dynamiques. Il y a ce premier pardon qui lance en fait cette politique rémissionnaire, cette politique de la grâce, qui est celui du 10 août, le pardon général dont j'ai déjà parlé, et qui va lancer un temps d'octroi massif. On se rend compte qu'à l'été 1358, c'est surtout des anciens révoltés qui demandent le pardon. Ça s'explique assez simplement. Il y a la répression qui s'exerce encore. Pouvoir faire valoir d'une lettre de pardon octroyée par le roi, c'est protecteur. C'est, si vous voulez, à la fois pour le roi une manière de se relégitimer, de réaffirmer son autorité, et pour les acteurs qui sont concernés, une manière de se prémunir de représailles à venir.
À l'automne, le profil des rémissionnaires, donc des gens qui sont pardonnés, évolue. C'est justement plus des individus, c'est des communautés rurales entières. Pourquoi ? Parce que commence à y avoir des procès qui sont faits contre ces communautés rurales. Je pense notamment au foyer champenois autour de Vitry-le-François, où beaucoup de communautés rurales vont demander des pardons collectifs, des grâces collectives, parce qu'ils sont poursuivis par des représentants du pouvoir royal qui leur demandent des amendes exorbitantes, en fait, qui équivalent à plusieurs années de fiscalité cumulée. Et puis, au fur et à mesure des années, le profil change encore. Et là, on voit en fait toutes ces sociétés dont on parlait, conflictuelles, où la mémoire de la jacquerie est restée totalement ancrée dans des réseaux d'interpersonnalité, en quelque sorte. Et là apparaît la figure du noble. Celui qui s'est vengé, celui qui a coupé les jarrets d'un homme et de son fils. Je pense à cet exemple-là en particulier qui a lieu dans l'Oise. Vous avez un noble qui, par vengeance, des années après la jacquerie, va couper les jarrets d'un ancien Jacques et de son fils, et qui, parce qu'il va être également poursuivi évidemment par les ayants droit de ces deux personnes-là, va obtenir le pardon. Et plus on avance dans le temps, plus ce sont des nobles en fait qui vont progressivement être pardonnés. Alors, on comprend en vous écoutant que votre travail rouvre une question qui est abordée par plein d'historiens médiévistes, qui est celui du degré de violence de ces sociétés. Pourquoi ? Parce que quand on entend qu'on a coupé les jarrets, on est tenté de se dire, bon ben voilà, c'est une société d'une violence épouvantable, heureusement qu'on est en 2026 et qu'on ne connaît plus ça, comme si en 2026, on n'avait pas 1000 exemples de violence épouvantable. Mais en tout cas, dans l'imaginaire collectif, c'est ça. Et pourtant, la matière première de ce que vous travaillez, c'est des lettres de pardon. Autrement dit, c'est une société qui cherche des modes de pacification et de régulation de la violence et de ses manifestations les plus troublantes. Alors du coup, est-ce qu'on arrive à cerner, est-ce qu'on arrive à identifier la nature du rapport à la violence dans cette société qui à la fois existe et évidemment les actes qui sont racontés le montrent, et en même temps, le but de cette société, c'est précisément, et notamment parce que c'est une société chrétienne, de l'éviter et de l'encadrer. Il y a tout un ensemble de représentations autour de le Moyen-Âge et la violence, où on réduit souvent le Moyen-Âge dans ses représentations à une espèce d'âge sombre, brutal, etc. Je pense aux travaux de Claude Gauvard qui ont totalement déconstruit cette représentation du Moyen-Âge. Le fait est que ce sont des sociétés qui, de notre point de vue, vous l'avez bien dit, nos sociétés n'ont pas grand-chose à envier peut-être en termes de violence. Et l'histoire du XXe siècle, entre autres, montre à quel point le monde contemporain est un monde qui peut, d'un point de vue anthropologique, être saisi comme très violent. Le Moyen-Âge est un moment violent, pour nous en tout cas, dans notre perception de la violence physique, on peut le dire comme ça. Il ne faut pas oublier aussi que ce sont des sociétés où l'expérience de la mort est beaucoup plus prégnante que dans la nôtre. En 1358, encore une fois, il y a 10 ans... un homme sur 3, un homme sur 2 mourait. On voyait, on avait un contact à la mort, il y avait un contact aussi à l'animalité, à l'animal et à la violence qu'on peut faire à un corps vivant. Ça, c'est réel. Mais on est dans des sociétés effectivement chrétiennes où le pardon, la grâce sont prégnants. Et on est aussi dans des sociétés où il y a une forme de rationalité, où l'accord, l'accommandement, la concorde sont excessivement importantes. Et ça se voit bien par un autre type de source, outre les pardons qui relèvent là, effectivement, de la rhétorique, de l'évitement de la violence et du don de la grâce du pouvoir royal. Cette autre source, c'est les procès, les procédures en justice. Et on se rend compte à quel point ces acteurs qui, oui, sont capables de se couper les jarrets, oui, de se mettre des coups de poing à une partie de Soule, sont surtout et avant tout capables de s'accorder entre eux, de se mettre d'accord autour de modalités pécuniaires, autour d'accords où l'honneur est rétabli. Et c'est ça, en fait, qui compte. Pour eux, le retour à l'ordre, en plus des réparations matérielles, c'est avant toute chose un rétablissement d'un ordre qui est un ordre de l'honneur. Ces lettres de rémission sur lesquelles vous avez travaillé, ce vaste corpus, c'est un corpus qui est en français, donc ça veut dire qu'on peut travailler le vocabulaire de la violence, de l'honneur, de la réparation en ancien français. J'ai noté en vous lisant qu'il est question de navrer, d'ardoir, de férir, de battre, de bouter, de gâter, de chevaucher ou de rober au sens de robbery, du vol. C'est un verbe qui n'existe plus comme tel en français, donc ça veut dire que vous pouvez suivre, et c'est tout un travail lexical que vous faites, vous pouvez suivre les déclinaisons. Cette violence, elle se dit par plein de mots différents et avec des nuances de sens.
Oui, il y a tout à fait un fourmillement lexical qui est important et qui justement surprend par rapport au caractère qui de prime abord pourrait sembler très stéréotypé de ces discours-là. Initialement, je l'ai dit, quand on lit ces lettres de pardon, on a l'impression de lire le même en permanence, d'avoir une espèce de patron, de moule dont ne changent finalement que des anthroponymes et des toponymes, des noms de personnes, des noms de lieux. Et en fait, non, il y a tout un fourmillement. Et c'est aussi un moment très intéressant que le XIVe siècle d'un point de vue de l'étude du lexique et de la langue, qui sont des objets qui m'intéressent tout particulièrement. Pourquoi ? Parce que se généralise justement avec, sous le règne en fait de Jean II, mais surtout de Charles V, l'usage du moyen français, qui va se substituer progressivement au latin. Et on voit du coup le passage de lexique latin, leur transition dans des lexiques de langue, de moyen français, et les phénomènes d'innovation, pour le coup lexical, qui apparaissent avec une diversification du lexique qui est excessivement important. Et c'est là où les études de lexicométrie sont excessivement importantes, puisque le sens de ces mots n'est pas donné a priori, il est nécessairement donné par le contexte lexical. Et comme on est sur des grosses échelles textuelles, là pour le coup, le recours à des méthodes d'analyse quantitative de discours est vraiment fondamental. Alors si on en vient à l'interprétation de la révolte, qui n'est pas la question principale du livre, mais malgré tout, qui est en filigrane et qu'il faut poser, cette logique des nobles contre les non-nobles, est-ce que ça tient, ou est-ce que la diversité sociologique des gens qui ont été dans la révolte, le fait qu'il n'y a pas que des non-nobles, ou en tout cas, il n'y a certainement pas que des paysans, il y a des gens qui font partie de la petite société urbaine, des gros bourgs de ces régions, il y a des gens qui peuvent être des officiers, ou en tout cas, voilà, il y a un univers plus vaste que simplement des cultivateurs. Qu'est-ce que ça dit du sens de cette révolte, de son sens antinobiliaire, de son sens social ? C'est sans doute pas quelque chose qu'on peut lire en termes de lutte des classes pure et dure, mais malgré tout, comment on arrive à cerner peut-être un point commun entre tous ces gens et qui leur donne des raisons d'agir ensemble ? Tous ces gens, ils sont animés par, si vous voulez, une hostilité, une défiance vis-à-vis de la noblesse. Certains historiens, je pense à Raymond Cazel, je pense à l'historienne Justine Fian-Eber-Baker, qui a récemment publié un livre sur cette révolte-là également, parlent de haine sociale. Il y a une vraie haine sociale qui est liée aux abus de la noblesse, très clairement, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue des privilèges dont elle jouit. Abus également qui se recoupent avec, encore une fois, l'incapacité à défendre, si vous voulez, les populations. Ça se voit très bien parce que vous avez le pouvoir royal qui, dans ce contexte de la guerre de 100 ans, va dire, avec l'accord d'une partie de la noblesse, très bien, toutes les forteresses qui ne sont pas bien entretenues, bien tenues par les nobles, on va les raser. Et ça exaspère profondément ces populations-là, parce que le château, oui, la forteresse, oui, ce sont les signes d'une domination sociale, des signes qui se manifestent dans le paysage même, d'une domination nobiliaire, seigneuriale, etc. Mais c'est aussi des lieux de refuge. Et finalement, ce constat-là, il est précisément appuyé, corroboré par, vous l'avez dit, toute la diversité sociologique. Quand on regarde ces lettres de pardon, alors il y a beaucoup d'hommes de labour, de personnes qui sont désignées comme des hommes de labour. L'erreur consisterait à dire que ce sont des cultivateurs. Un homme de labour au Moyen-Âge, c'est quelqu'un qui vit du travail de ses mains. Bon. Mais à côté de ces hommes de labour qui vivent du travail de leurs mains et qui, dans des espaces ruraux, évidemment, pour bonne part, sans doute, sont des cultivateurs, vous avez des clercs. Il y a des représentants du clergé, vous avez des artisans, vous avez des membres effectivement de petite notabilité, de bourgeoisie, de ces bourgs champêtres, c'est-à-dire des bourgs non fortifiés. Il y a aussi des sergents royaux. Vous avez des sergents à cheval du Châtelet de Paris qui se révoltent dans le nord de l'Île-de-France en Picardie, donc des représentants de la royauté, ce qui montre bien que ce n'est pas une révolte contre le roi, contre les Valois. C'est vraiment une révolte contre les nobles. Et on a même des représentants de la petite noblesse qui vont prendre les armes. Je pense aux frères, d'ailleurs, de Jean d'Héméville, qui est quand même un des présidents du Parlement de Paris, dont le frère va être compromis dans cette révolte-là et qui appartient à une toute petite noblesse rurale. D'ailleurs, quand on regarde les cibles, là, encore une fois, c'est très étonnant. Là, c'est pas seigneurial, parce qu'on voit bien, il n'y a pas d'établissement ecclésiastique qui possède des terres qui ont des rôles de seigneurie. C'est surtout une seigneurie donc laïque, mais ça va en fait de seigneurs qui sont très bien implantés, si vous voulez, qui sont riches, des barons, voilà, qu'ils soient d'ailleurs
pour Charles II de Navarre, donc contre les Valois dans cette guerre de 100 ans, ou au contraire, si vous voulez, des appuis aux Valois. Il n'y a pas du tout ces tensions-là politiques qui sont présentes. Mais vous avez aussi une toute petite noblesse. Il y a dans les procès des choses, des actes qui vous disent que la personne, le noble, va arrêter son procès parce que il est pauvre, en fait. Il ne faut pas oublier qu'une partie de cette noblesse est très pauvre et elle subit aussi les déprédations de la jacquerie. Ce qui montre bien que ce n'est pas une révolte, si vous voulez, contre des puissants nobles riches, qu'ils soient navarrais ou qu'ils soient pro-valois. Ça peut être aussi contre une toute petite noblesse. Donc ce qui est visé, ce qui est touché, c'est précisément ce corps social-là pour ce qu'il représente. Est-ce qu'on a des écrits des Jacques, directement ou indirectement? Est-ce qu'on a des traces de paroles qui auraient été prononcées, de revendications, autrement dit? Est-ce que dans les lettres de rémission, ça transparaît d'une manière ou d'une autre, ou au contraire, il faut minimiser, et du coup minimiser, c'est ne rien dire et rien n'a été dit? C'est la grande difficulté des révoltes au Moyen-Âge, c'est que souvent, on n'a pas grand-chose de la parole de ces personnes qui se sont contestées. Alors, ça dépend des espaces. Je sais que pour les espaces, on va dire, des îles britanniques et des Flandres, on a davantage ces éléments-là textuels. Oui, d'autant qu'il y a des théologiens qui les ont un peu accompagnés, avec les Lollards notamment. Voilà, il y a des figures de prédicateurs. Voilà. On ne l'a pas dans le cas de la jacquerie. Même pour Étienne Marcel, on l'a très peu. On a 3 lettres d'Étienne Marcel envoyées aux communes flamandes. Donc, on n'a pas beaucoup de choses sur la parole des Jacques. Mais qu'est-ce qu'on a? On a des bribes, justement, notamment dans les lettres de rémission, où vous avez, dans toute cette partie de l'acte diplomatique, donc de la charte qui va être octroyée, ce qu'on appelle l'exposé. Et l'exposé est là, justement, pour revenir sur les circonstances du crime, du délit. Et parfois, on a des paroles rapportées qui sont présentées, qui sont retranscrites. Ce qui transparaît, en fait, de ces paroles-là, c'est de la violence verbale, qui montre justement cette défiance, cette tension sociale très forte. C'est-à-dire que le noble va être injurié, le non-noble va également être injurié par le noble. On a des histoires de jurons et on s'en tient là. Sur le programme politique des Jacques, c'est une vraie énigme pour le coup. Il y a eu pas mal d'hypothèses qui ont pu être faites par le passé, mais on n'a pas pour le coup là de manifeste. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est un mouvement antinobiliaire qui, contrairement aux représentations qui ont été construites à l'époque moderne, n'est absolument pas lié à l'impôt, à la fiscalité. C'est vraiment quelque chose qui est lié à l'autodéfense. Ça se voit en fait par les lettres de rémission, par un autre chemin. Quand on fait la cartographie des lettres de rémission, c'est assez intéressant parce qu'on peut la comparer avec la cartographie des lettres de pardon octroyées pour des communautés qui ont... Alors, on pourrait dire pactisés, mais qui en fait ont été rançonnés par les Anglais ou par les Navarrais, donc qui ont accepté de payer des tributs, des choses comme ça, de la part des ennemis de la dynastie des Valois. Et on se rend compte en fait que les deux cartes, elles se recoupent presque. C'est-à-dire que là où vous avez eu des pillages, là où vous avez eu des rançons, il y a très peu de jacquerie. Par contre, il y a de la jacquerie au bord, juste à côté de là où ça a été rançonné. Donc en fait, si vous voulez, s'il y a peut-être une motivation vraiment à la jacquerie, c'est ce souci d'autodéfense, de protection des communautés qui sont dans un sentiment d'insécurité excessivement élevé. Et alors du coup, ça amène à toute une ouverture sur comment la jacquerie a été réinterprétée loin des événements eux-mêmes, puisque chaque période, pour le dire rapidement, a projeté sur la jacquerie ses propres préoccupations, ses propres conceptions de la révolte, donc révolte antifiscale sous l'Ancien Régime, révolte populaire, révolutionnaire à partir de la Révolution française, révolte anti-autoritaire post-68, on va trouver toutes les déclinaisons, donc peut-être on ne va pas tout dévoiler, parce qu'il faut donner aux gens envie d'aller voir le livre, notamment cette 3e partie qui évoque beaucoup ça. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que Jacques Bonhomme, la figure de Jacques Bonhomme, elle a vraiment connu une trajectoire inversée, parce que c'est la figure la plus dévalorisée du paysan, du vilain, vraiment dangereux, ignorant, violent, anthropophage, on l'a dit. Mais Jacques Bonhomme, il acquiert une dignité. Et il acquiert une dignité tardive, au 19e siècle principalement. Comment ça s'est fait et qui sont un peu les agents, ce retournement, qui vont redonner une dignité à la révolte paysanne? C'est quelque chose de passionnant, parce qu'en fait, Jacques Bonhomme, c'est vraiment ce qui a donné naissance à un mot. C'est assez rare, il y a d'autres exemples, je pense au mot ordinateur, on a son acte de naissance au jour près, pour le mot ordinateur, c'est le fait de pérer. Jacquerie, on a aussi son acte de naissance, et ça vient vraiment, là, pour le coup, de Jacques Bonhomme, ce sobriquet excessivement méprisant, on en a gardé des traces, faire le Jacques, c'est quelque chose qui existe, faire le bonhomme, c'est quelque chose qui existe, c'est une violence et un mépris social qui a été
qui a été pointé. Je pense aussi aux écrits pendant les Gilets jaunes de Noiriel, qui a pointé cette origine très méprisante. Jacques Bonhomme, il va vite tomber dans l'oubli. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup au Moyen-Âge, puis le sobriquet perd, si vous voulez, de son aura à l'époque moderne et reste Jacquerie. Ce qui est intéressant, c'est que dès la fin du XVIIIe siècle, il y a un retour de Jacques Bonhomme, avec des lettres anonymes de un certain Jacques Bonhomme qui s'adresse au pouvoir royal. On a quelque chose comme ça. Et par contre, au XIXe siècle, là, les occurrences de Jacques Bonhomme, qu'on connaît notamment grâce à des corpus de sources numérisées, donc qu'on peut interroger, notamment la presse et la littérature, explosent. Et il y a un vrai retour en grâce, entre guillemets, de Jacques Bonhomme, qui est, si vous voulez, il y en a d'autres, mais un des signaux d'une tension politique autour des espaces ruraux, politique entre, on va dire, des républicains et puis des personnes plus conservatrices. Et Jacques Bonhomme, en fait, va être l'objet de nombreuses captations. Il est, si vous voulez, le pendant du Jacques Prolot ou Jean Prolot dans les villes, et Jacques Bonhomme, ça va être la figure du paysan, si vous voulez, qui va être à la fois capté par, je pense à la presse conservatrice, pour en faire, il y a des passages comme ça dans la presse chrétienne, la presse agricole, c'est vraiment croustillant. On dit Jacques Bonhomme, c'est l'éternel tendu, mais c'est l'éternel tondu, pardon. C'est la personne qui est toujours à payer l'impôt, à pas comprendre qu'elle se fait arnaquer par le politique, mais qui en même temps a une tâche quasiment prométhéenne de travail de la terre. C'est un des piliers de la France, etc. Et il y a toute la presse syndicale, agricole, qui va aussi capter cette figure-là pour en faire, si vous voulez, il y a une vraie ambivalence. Ça va être la personne opprimée, la personne dominée, parfois même la personne réprimée, et qui va résigner, etc., mais qui va avoir en elle une capacité rébellionnaire très forte. La charge rébellionnaire de Jacques Bonhomme est excessivement élevée, et ça se perçoit d'ailleurs dans la presse ou les représentations dans les almanachs ou autres, parce que quand on le représente de manière figurée, ce Jacques Bonhomme, il a toujours une fourche dans la main. Enfin, toujours, très régulièrement cette fourche du révolté, si vous voulez, en puissance. Du coup, il y a évidemment plein d'autres transformations, réappropriations. Il y a un passage qui m'a particulièrement intéressé, parce que je pense que vous êtes l'un des seuls et l'un des premiers à avoir fait ce job-là, c'est d'avoir regardé l'article Wikipédia Jacquerie. Et de faire une archéologie, et ça pourrait être un article à part entière. Vraiment, je recommande aux gens qui intéressent le rapport histoire numérique à aller voir ce passage, parce que l'article Wikipédia, il a ceci d'intéressant pour un chercheur, c'est qu'on peut en regarder toutes les strates et la date de création, la date de modification, qui l'a modifié. Cyberprout a fait des ajouts et Jojo du 23, etc. Et donc on a tous ces pseudos de gens qui passent du temps sur le web et qui souvent le font parce qu'ils ont un intérêt géographique, personnel, idéologique, etc., qui fabriquent de l'histoire. Et vous allez même voir quelles sources ils mobilisent pour fabriquer cette histoire. Donc c'est vraiment un exemple en réduction de réappropriation qui mélange en plus toutes les strates, puisque parfois il y a des références aux sources d'époque, parfois il y a des références aux éditions 19e, il y a ce que les gens arrivent à trouver quand ils vont en ligne et qui ne sont pas historiens de formation. Donc ça devient un objet fascinant de la manière dont un événement historique est approprié à une époque très contemporaine. Wikipédia est excessivement important, et pour réaliser cette étude, je me suis beaucoup intéressé, inspiré à celle qui a été menée par Stéphane Lamassé et Benjamin Desruelles sur la notice Wikipédia de Jeanne d'Arc, où on voit là encore plus en fait à une autre échelle ces jeux de captation mémorielle, d'écriture de l'histoire, de modification, etc. Donc c'est cette étude de Jeanne d'Arc menée par Stéphane Lamassé et Benjamin Desruelles m'a beaucoup aidé, et Wikipédia est excessivement intéressant. Pour une chose. Alors maintenant, avec l'IA, les pratiques vis-à-vis du numérique ont tendance à changer et vont sans doute connaître des inflexions majeures. Mais Wikipédia, aujourd'hui, et depuis des années, constitue une norme. Les gens, quand ils s'intéressent à un sujet d'histoire, qui vont sur un moteur de recherche généraliste sur le web, taper quelque chose, Wikipédia va sortir dans les premiers retours et va fabriquer une autorité. C'est une encyclopédie qui crée une propre norme et une autorité. Et quand on regarde Wikipédia pour la Jacquerie, mais comme dans bien d'autres sujets, on se rend compte, en fait, effectivement, qu'il y a beaucoup de personnes passionnées d'histoire, contributeurs, etc. Dans le cadre de la Jacquerie, j'ai essayé, à grands traits, parce qu'il y a peu d'informations là-dessus, de faire la sociologie de ces gens-là. On se rend compte que c'est beaucoup des personnes qui habitent l'Oise, habitent le Val d'Oise, etc., passionnés d'histoire, souvent passionnés de patrimoine. C'est des personnes qui contribuent beaucoup aussi à des notices Wikipédia sur des châteaux, sur des abbayes, et qui en fait vont rentrer sans doute par la Jacquerie parce que tel ou tel château,
il a été précisé qu'il a été dévasté, détruit, abîmé durant cette révolte-là. Donc c'est plutôt cette sociologie-là. Et puis quand on regarde les sources qui mobilisent, oui, il y a des sources médiévales, il y a beaucoup les chroniques, on revient en fait à cet élément-là, et il y a beaucoup en fait l'histoire du 19e siècle. Pourquoi ? Parce que l'histoire du 19e siècle, elle est numérisée, elle est accessible en ligne, elle est sur Gallica, elle est sur des plateformes documentaires autres, mais elle va être facilement mobilisable en fait pour ces personnes-là, et ça va correspondre en fait à une érudition, une forme d'érudition et de goût pour le local en fait, où si vous voulez, va y avoir une congruence entre l'effet recherché, ce qu'on veut écrire sur Wikipédia, et ce qui est produit au 19e siècle. Ce qui fait en fait, d'un point de vue de l'historiographie, des sauts de puce fantastiques. C'est-à-dire que l'historiographie la plus mobilisée, souvent sur Wikipédia par rapport au sourçage, c'est une historiographie relativement datée parce qu'accessible au plus grand nombre, car numérisée en ligne. Or, les travaux les plus récents, qui sont souvent accessibles en ligne aussi, mais sur des plateformes payantes, etc., eux sont davantage moins mobilisés en tendance. On voit à quel point c'est un ouvrage qui fait réfléchir bien au-delà de son seul sujet médiéval sur la pratique de l'histoire aujourd'hui, sur la manière d'aborder des événements qui, comme celui-là, font l'objet de différentes strates d'écriture, réécriture, réinterprétation. C'est tout à fait fascinant. Et donc, je rappelle le titre du livre, La Jacquerie, devenir des effrois de 1358 à nos jours, publié au PUF donc par Gaëtan Bonneau. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ? Oui, il y a un livre qui est sorti il y a vraiment pas longtemps et qui m'a passionné, oui, j'ai commencé sa lecture et que j'ai trouvé fantastique justement pour rentrer sur ces imaginaires, sur ces mentalités de la fin du Moyen-Âge. C'est un livre de monsieur Dittmar qui s'appelle Le Monstre des Hommes et qui revient sur un manuscrit qui est un apax, qui est un peu perdu, qui est parfois assez délirant, etc., qui est mystérieux et qui revient notamment sur un appel à la révolte et qui montre toutes ces tensions sociales qui traversent ces sociétés médiévales. Alors c'est avec Maud Pérez-Simon, Pierre-Olivier Dittmar, effectivement, les monstres des hommes, et on en avait parlé avec eux à ce micro, donc je renvoie à l'épisode 351 du podcast, parce que effectivement c'est tout à fait fascinant, et leur travail sur le texte est vraiment de grande qualité. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.